Slogolu Karic, 45 ans, milliardaire et self-made man. Il est ministre sans portefeuille du gouvernement serbe. Il est surtout à la tête d'un groupe multinational, le groupe des frères Karic. En Serbie même, il possède des banques, une télévision, une université, mais l'essentiel de son empire est à l'étranger. Bonjour Monsieur Karic, merci de nous accueillir dans votre bureau, ici à Belgrade. Vous êtes l'homme le plus riche du pays, vous êtes le Serbe le plus riche au monde, dit-on. Il n'y a que le bon Dieu qui sache qui est le plus riche. Mais j'ai monté un petit club il y a 4 ans. Nous avons fait une recherche à travers le monde et créé un club de milliardaires. C'était pour lutter contre les sanctions qui sont imposées à notre pays depuis 1992. Et tous ces gens peuvent nous aider avec leurs capitaux, avec leurs relations. Ils peuvent prendre part à la privatisation de notre économie. C'est ainsi qu'il y a de plus en plus de Serbes qui s'enrichissent. Vous voyez, le plus important, c'est qu'il y ait beaucoup de Serbes intelligents. On dit que les milliardaires serbes sont à Londres, que les millionnaires sont à Chypre et que les gens qui ont un peu d'argent sont à Budapest. Ce club des millionnaires serbes se réunit à Belgrade en ce moment? Oui, il se réunit à Belgrade. Les Américains font croire que les riches ont quitté la Yougoslavie. Mais nos amis sont des patriotes, même s'ils sont disséminés à travers le monde. En 1918 déjà, ils sont revenus au pays pour prendre les armes et défendre la patrie. C'est pareil aujourd'hui. Les Serbes viennent ici du monde entier pour nous aider. Mais ce n'est plus avec des fusils. Nous sommes d'ailleurs contre les armes. Nous sommes pour la paix. On dit que vous avez 17 usines en Russie, d'autres en Ukraine, en Inde, en Chine, une banque à Moscou, une autre à Genève, des bureaux au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, une mine d'or en Sibérie, des châteaux et des haras en Europe. Est-ce qu'on exagère ou est-ce que j'oublie quelque chose? Non, vous n'avez rien oublié. Mais il y a un peu d'exagération peut-être. Nous avons fondé, il y a 25 ans, la première entreprise privée dans un pays socialiste. C'était unique au monde. C'était à Peć, au Kosovo. Et c'est grâce à Tito qui s'est rendu en visite dans la région. On lui a dit qu'un petit business privé s'était monté dans un ancien garage. Il est venu voir. Et nous, les frères Karic, installés à Peć depuis des siècles, il nous a traités comme une vieille et grande famille serbe. Vous comprenez, Peć, c'est le siège du patriarcat orthodoxe. Et nous vivons ensemble avec les Albanais et les musulmans et les Turcs. On a été élevés ensemble, on a mangé dans les mêmes assiettes à l'école. Et c'est ce que nous voulons continuer à faire avec les mêmes gens. Votre histoire, c'est un vrai conte de fées. Est-ce que le magicien s'appelle Slobodan Milošević? Il n'y a pas de magicien, absolument pas. Il y a seulement le bon Dieu et notre travail. Je vais reposer ma question différemment. Vous, lui, en l'espace de 10 ans, a conquis le pouvoir politique. Vous, vous avez conquis le pouvoir économique. Votre ascension a été parallèle. Est-ce que vous vous êtes entraidés? Je ne sais pas si j'ai toujours soutenu le président Milošević. Aujourd'hui, c'est un homme d'État qui défend son pays et les intérêts de la Yougoslavie. Tout bon citoyen doit le soutenir. Vous avez vu la popularité dont il jouit en ce moment. Mais la compagnie Karic n'a profité d'aucun soutien matériel ou autre du gouvernement serbe. La compagnie Karic ne s'est pas développée grâce au crédit des banques yougoslaves. Quel a été le truc, quel a été le secret de votre réussite, d'après vous? Permettez-moi de vous le dire. Le secret de notre succès, c'est qu'on a commencé il y a 25 ans comme la première entreprise familiale en Europe de l'Est, sous un régime communiste, dans une économie socialiste.
Alors, il y a 15 ans, nous avons pu fonder à Moscou la première entreprise privée à capitaux mixtes, russe et yougoslave. Et dans cette période de transition, après l'avènement de Gorbatchev, ceux qui étaient dans le business privé comme nous avaient des opportunités à prendre. S'il y avait assez de sens commun, ils ont pu saisir leur chance. Nous avons gagné énormément d'argent à cette époque. Est-ce que, parlons un petit peu de Slobodan Milošević, c'est votre voisin? Vos maisons sont voisines, vous habitez côte à côte dans le même quartier de Belgrade. Est-ce que vous l'avez vu récemment? Nous n'habitons pas seulement dans le même quartier. Nos maisons sont pratiquement mitoyennes. Le président Milošević est devenu notre plus proche voisin en 1988, quand il est devenu président de la République de Serbie. Jusque-là, qui aurait pu imaginer une chose pareille? Jamais sous Tito, une famille comme la nôtre n'aurait pu réussir et être logée ainsi à 2 pas du président. Et puis tout a changé. Nous avons reçu du président Milošević un prix, le prix du 7 juillet, qui récompense le développement d'une entreprise familiale dans le business privé. Et cela a été notre première rencontre. Rien de secret. Il y avait foule, une grande réception et un vrai miracle que des personnes privées soient acceptées au milieu des entreprises d'État, traitées d'égal à égal. Bon, en France, ça paraît banal, tout à fait ordinaire. Mais à l'époque, en Yougoslavie, c'était comme un miracle. Quelque chose d'invraisemblable. Le président Milošević, quand il est arrivé au pouvoir, a lancé les réformes. On a aboli les monopoles d'État, les lois qui ne permettaient qu'aux entreprises d'État de travailler avec les banques ou sur les marchés comme le pétrole. Maintenant, les banques peuvent être fondées par quiconque à plus de 100 000 $ de capital. Et plus de 200 banques privées se sont créées. De même, les entreprises peuvent être lancées même sans capital, simplement en se faisant enregistrer. Avant, c'était impossible. Les dirigeants des monopoles d'État protestaient. Ils savaient que leur arrêt de mort était signé. Ils vivaient sur une économie politique sans aucune perspective, sans aucune chance de développement. Et c'est Milošević qui a créé ce marché. Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous l'avez vu récemment? Est-ce que vous le voyez en ce moment? Parce qu'il est invisible, on ne le voit jamais sinon à la télévision. On se voit très souvent, 1 ou 2 fois par semaine. Cela dépend aussi de ses loisirs, car nous sommes comme des amis. Vous avez critiqué, il y a 2 ans, la politique sans avenir du président Milošević. On dirait que vous aviez raison. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui, que c'est une politique sans avenir? Il y a 2 ans, j'ai critiqué le gouvernement fédéral, car il n'avait pas reconnu les élections municipales remportées par l'opposition. Tout le monde protestait. Les étudiants d'abord, les citoyens dans la rue. J'ai dit alors qu'il fallait admettre la victoire de l'opposition. Bien entendu, j'étais contre le gouvernement de l'époque. Et d'ailleurs, j'ai subi sa colère. Maintenant, je suis membre de ce gouvernement. Mais mon analyse était la bonne. Après 60 jours de manifestations, le pouvoir a reconnu la victoire de l'opposition. J'ai eu aussi la satisfaction que le Premier ministre fasse appel à moi en octobre dernier. J'ai accepté parce que mon groupe a des relations d'affaires dans le monde entier et je suis devenu ministre pour conduire la privatisation des 75 plus grandes entreprises de ce pays. Pendant 4 mois,
J'ai convaincu les plus grands leaders économiques du monde, dans l'industrie du ciment, des travaux publics, du tabac, de Philip Morris à Lafarge Copé. Je les ai tous rencontrés. Ils sont tous venus ici. Et j'ai préparé la privatisation de la Serbie. Malheureusement, l'agression de la Serbie a été déclenchée et tout s'est arrêté. Tout est arrêté, d'accord, mais est-ce que l'après-guerre, d'après vous, c'est encore et toujours Milošević, ou est-ce que c'est le début de la fin pour lui? Est-ce qu'à votre avis, pour que la Yougoslavie réintègre la communauté internationale et l'Europe, est-ce qu'il faut que Milošević s'efface, une fois que la guerre sera finie? Voyez-vous, il faut toujours se justifier d'une guerre. C'est un peu la loi de ce genre de campagne. Ce n'est pas un problème pour nous. Les élections décideront si Milošević doit partir. C'est une réponse concrète. D'autre part, la communauté internationale ne peut pas nous mettre en uniforme, nous rhabiller à sa façon, mettre le monde entier dans le même moule. C'est le droit de chaque citoyen de vivre comme il l'entend, avec le système politique qu'il préfère, et d'élire son président. Vous êtes un businessman, votre groupe est un groupe multinational, vous ne pouvez pas ignorer l'étranger. Absolument, et nous ne l'ignorons pas. Je connais l'étranger, je vois l'avenir de la Serbie dans la grande famille de l'Europe. Nous voulons entrer en Europe. Mais il faut voir pourquoi l'Europe ne veut pas de nous, comme nous sommes. Mais aujourd'hui, après cette guerre qui dure depuis maintenant plus de 50 jours, est-ce que vous pensez que l'Europe pourra accepter la Yougoslavie avec Slobodan Milošević à sa tête? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut que le président s'efface pour que la Yougoslavie réintègre l'Europe? Cela ne dépend ni de Milošević, ni de l'Europe. Cela dépend exclusivement des citoyens qui votent, des électeurs serbes. Ils ont voté, ils voteront, ils ont choisi Milošević alors qu'il était en concurrence avec d'autres candidats. On ne peut pas imposer un président au peuple. Mais vous-même, vous avez été candidat à la présidence de Serbie et puis vous avez dû renoncer. Est-ce que c'est un renoncement provisoire ou est-ce que vous pensez qu'un jour, vous serez de nouveau candidat à la présidence de ce pays? Vous savez, je n'ai pas créé de parti. Je ne suis membre d'aucune organisation politique. J'ai eu des discussions avec les radicaux de Mira Marković, avec le mouvement du renouveau serbe de Drašković. Ma famille m'a demandé de ne pas aller plus loin. Nous ne sommes pas des politiciens. Alors, j'ai renoncé à la présidence. Je connais le business. Je sais ce que je vais continuer de faire. Et d'ailleurs, je vais vous dire, nos affaires en Serbie ne représentent que 10% de notre business. 90% de nos investissements sont à l'étranger. Nous n'avons pas été créés par Milošević. Nous sommes des gens intelligents. Nous sommes capables, nous avons réussi en Russie comme en Amérique. Nous sommes des champions toutes catégories. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Dans ce métier, on sait très bien qui sont les meilleurs. C'est comme d'ailleurs, comme dans le sport, on sait très bien qui sont les meilleurs footballeurs. Vous êtes l'un des meilleurs businessmen. Vous êtes un des hommes les plus riches et les plus puissants de ce pays. Mais vous êtes ministre sans portefeuille. Vous êtes ministre sans portefeuille. Est-ce que ça vous suffit ou est-ce que c'est une limite à votre ambition provisoire? J'ai accepté ce poste pour faire venir les responsables économiques étrangers à Belgrade et qu'ils participent à la privatisation de l'économie. Nous étions prêts à signer avec Lafarge un chèque de 375 millions de dollars. Et puis la guerre a éclaté.
Nous attendrons qu'elle soit terminée. Ce n'est d'ailleurs même pas une guerre. C'est une agression pure et simple. Ici, ce sont les civils que l'on tue. Ovdje se ubijaju civili, nedužni ljudi. On se retrouve à Belgrade avec Bogoljub Karić, qui est ministre et qui est milliardaire, un pilier du régime Milošević qu'il cherche à sortir de l'isolement. Le Conseil de l'Union européenne vous a mis sur la liste des 300 Serbes auxquels il est interdit de voyager, interdit de séjour dans l'Union européenne. Est-ce que ça vous gêne en tant que businessman? Est-ce que ça vous flatte en tant qu'homme politique serbe, puisque vous êtes aussi un homme politique? Oui, bien sûr, cela me gêne. C'est vraiment une stupidité sans nom. Et une honte de ce nouveau millénaire que l'on puisse interdire de voyager sur cette planète. Le monde a été créé pour tous. En 1992, j'étais déjà sur cette liste. Mes avocats ont porté plainte contre le gouvernement américain. Bien entendu, il n'y a pas eu de procès. Mes comptes ont été débloqués. Alors, je vais porter plainte de nouveau pour que mon nom et celui de mes frères soient retirés de cette liste. Ou alors, il faut que l'on prouve que nous avons commis des fautes graves. Quelles fautes avons-nous commis? Sommes-nous des criminels parce que nous défendons notre pays? Si c'est un péché d'aimer son pays, alors c'est un privilège pour nous d'être ainsi mis à l'index. Mais j'étais en Allemagne la semaine dernière, en Italie il y a quelques jours, et malgré cette interdiction de voyager, j'étais invité par ces gouvernements qui veulent me rencontrer, car ils pensent que je connais bien la situation ici, comme d'ailleurs au Kosovo. Et nous voulons aider à la paix, si c'est possible. On a aussi organisé à Vienne une réunion avec une douzaine d'élus du Congrès américain, et ils ont pu discuter avec des parlementaires russes. Idem avec Jesse Jackson, qui a pu rencontrer des représentants des communautés religieuses. Et tout ça, c'est grâce à mes relations d'affaires que j'ai pu le mener à bien. Mais tout ça, ce n'est pas fait pour être rendu public. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous servez d'intermédiaire entre l'Europe, les Européens, les Occidentaux, les milieux d'affaires, les milieux politiques, les dirigeants européens, et puis ici, le gouvernement, le régime en place? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais nous avons une fondation pour les opérations humanitaires. Je ne suis donc pas le représentant du gouvernement serbe, le porte-parole du point de vue officiel. J'ai mes opinions et je les fais connaître directement à Bill Clinton, à Blair, à tout le monde. Mais quand vous rencontrez le gouvernement italien, est-ce que vous avez un message, même informel, du président Milošević? Je parle comme quelqu'un qui connaît bien la situation, l'apparence et le dessous des cartes. Je peux sentir qu'est-ce qui est le meilleur pour la paix. Et je parle toujours en mon nom personnel et pas au nom du président Milošević. Alors, vous nous recevez ici dans votre bureau qui est magnifique, qui est un bureau d'homme d'affaires, qui n'est pas le bureau du ministre. Mais est-ce que vous vous sentez personnellement menacé? Est-ce que vous êtes, à votre avis, une cible pour les raids de l'OTAN, pour les alliés? On ne se sent pas en guerre ici. Est-ce que vous vous sentez menacé? Nous le savons à coup sûr. Nous savons à 100% que nous sommes sur la liste des opérations de l'OTAN. Nous sommes une cible. Ainsi, notre télévision déménage chaque jour. Nous nous attendons à être bombardés chaque nuit. Nous vivons avec ça. Mais une semaine avant les raids aériens, j'étais à Washington. J'ai eu des réunions au département d'État avec des hauts responsables. Leur analyse était d'ailleurs tout à fait erronée.
Ils pensaient qu'avec cette attaque, ils obtiendraient au bout de 3 jours l'abandon du Kosovo. Ils croyaient que les Serbes laisseraient la province à l'UČK. Je leur ai dit que le calcul était faux. Ils étaient dans l'erreur. Le Kosovo, ce n'est pas la Krajina. Les Serbes ont été chassés de Krajina, mais c'était un territoire croate. Mais le Kosovo est serbe. Et les Serbes ne l'abandonneront jamais. C'est comme si vous, Français, vous pouviez accepter que Paris devienne un territoire indépendant. Qu'est-ce qui vous permet de penser, qu'est-ce qui vous permet de dire que la guerre va bientôt finir, que c'est une question maintenant de jours? J'ai des contacts tous les jours avec des personnalités du monde entier, des ministres des Affaires étrangères, des chefs de gouvernement, des parlementaires. Je sais quels sont ceux qui veulent vraiment la paix, la fin de cette agression. Et je connais les lobbies qui veulent la poursuite des opérations et faire des Balkans un nouveau Beyrouth. Avec mes amis, nous luttons pour la fin immédiate de cette agression. Car sinon, elle ne va pas s'arrêter aux frontières yougoslaves. Ici, ce sont les Balkans. Et on risque l'explosion générale. Ce serait une catastrophe. Regardez les réactions ici et là. Les citoyens russes vont devoir élire bientôt leur président. Un national patriote peut l'emporter. Un nouvel Hitler peut apparaître en Europe de l'Est, à la tête d'un parti radical. Vous dites que Slobodan Milošević est pour un compromis, qu'il faut un compromis. Quel est, à votre avis, le prix que les Serbes et que leur président sont prêts à payer pour obtenir la paix? Qu'est-ce que ça peut être le prix? La présence de l'OTAN comme noyau dur d'une force de sécurité et de paix au Kosovo? Une administration européenne du Kosovo après l'arrêt des combats? Jusqu'où la Serbie est-elle prête à aller? Nous sommes tous des gens intelligents. Je parle en mon nom personnel. Nous avons déjà obtenu une victoire. Le G8 a accepté ce que nous voulions, c'est-à-dire le retour devant les Nations Unies. Il faut que cessent les actions qui dynamitent le droit international. Les forces de l'ONU doivent être présentes à la frontière entre le Kosovo et l'Albanie. Les réfugiés doivent pouvoir rentrer chez eux. C'est une grande erreur de les installer en Macédoine et en Albanie, dans des camps. S'il faut dresser des tentes, c'est dans leur propre village. D'ailleurs, ils préféreraient coucher dans leur jardin ou dans leur maison détruite plutôt qu'en Albanie ou en Macédoine. Ils ont fui, M. Karić. Ils ont fui. Vous dites les bombardements. L'UÇK dit qu'ils ont fui plutôt la répression de la police et de l'armée serbe. En tout cas, ils ont fui et ils n'ont pas l'intention de rentrer s'il n'y a pas une force internationale sur place. Est-ce que l'OTAN doit être, à votre avis, le noyau dur de cette force internationale déployée au Kosovo après un cessez-le-feu? Il faut établir une police mixte avec l'ONU, les Albanais, les musulmans, les Serbes, les Turcs, tous ensemble, pour protéger chaque village, chaque maison. Le meilleur plan, c'est celui dressé à l'automne par le groupe de contact Milošević et Rugova. Qui a fait Rambouillet?
Quel lobby a inspiré cet ultimatum lancé à la Yougoslavie et à la Serbie et a fait signer l'USEKA? Non mais allons plus loin. Allons plus loin. C'est passé, ça c'est fini, ça c'est fini. Monsieur Karic, on entend en ce moment, il y a l'alerte aérienne, on entend les sirènes. À votre avis, dans cette guerre, en bombardant la Yougoslavie, que veulent les Américains? Que cherchent les Occidentaux? Ils voudraient bien submerger la Serbie, nous forcer à signer la création d'un nouvel État albanais en notre propre territoire. Et c'est une erreur catastrophique. Les Albanais ont réussi à abuser les Français, qui ont été nos amis pendant des siècles. Ils ont provoqué cette catastrophe qui a été rembouillée. Mais les politiciens viennent et puis ils s'en vont. Le peuple serbe sait bien que les Français sont leurs amis, ils le sentent. Et ils sont sans illusion sur les politiciens. Vous dites que la Russie, l'Amérique, l'Allemagne et la Yougoslavie doivent se réunir autour d'une table. Il n'y a pas la France. L'Allemagne, mais pas la France. Pourquoi? La politique française s'est laissée manipuler. Ces dirigeants ont accepté que leur soit dicté quelque chose qu'ils n'auraient jamais accepté. S'ils avaient été informés, pas un seul village, pas une province française n'aurait soutenu cela. Ce n'est pas le peuple qui est fautif, mais le politicien. Nous avons une histoire commune. Et nous ne pouvons l'oublier au profit d'un truc qui n'est fondé ni sur l'histoire, ni sur le droit international. Tandis que l'Allemagne soutient un bon plan, le plan Fischer. Fischer, Tchernomyrdine et Al Gore peuvent arriver à quelque chose de bien avec Milosevic. L'intervention de tous les autres ne peut que prolonger la situation. Mais l'OTAN. Dans un journal, dans un quotidien serbe ce matin, quelqu'un écrivait que l'OTAN avait perdu cette guerre aérienne, qu'elle n'arrivait pas à obtenir ses objectifs, et donc elle allait être obligée de continuer sa campagne de bombardement, puisque justement, jusqu'à présent, elle avait échoué. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous pensez que l'OTAN va continuer à bombarder parce qu'elle a sa logique propre, sa logique militaire qui lui est propre? Malheureusement, je ne suis pas conseiller de l'OTAN. Sinon, je leur recommanderais de faire de la Yougoslavie un partenaire, comme elle l'a fait d'ailleurs avec la Russie, par exemple, et non d'être le partenaire de l'USEKA pour liquider ce pays. On ne peut pas liquider un pays, même tout petit. La Yougoslavie est ruinée aujourd'hui, après des années d'embargo, après 2 mois de guerre, tout va être à reconstruire. Quel est, à votre avis, le coût de cette reconstruction et combien de temps ça va prendre? Une génération? 20 ans? J'y pense tout le temps. Je rêve de ce jour. Je connais l'Europe, je connais les États-Unis, j'y ai de bons amis. Cette tragédie sera oubliée. 200 milliards de dollars, ce n'est pas grand-chose pour ces pays, pour aider à la reconstruction du Kosovo, ou de la Serbie et de la Yougoslavie. Et d'ailleurs, c'est bien mieux d'entamer cela le plus tôt possible. Tout de suite, si possible. En cette fin de siècle, où l'on s'occupe des animaux en voie de disparition, des oiseaux, des baleines, on assiste en témoin à la mort des enfants ici. Combien de temps faudra-t-il à la Yougoslavie pour se relever? Est-ce que vous craignez que votre pays rentre en enfer et soit oublié du reste du monde, comme ça arrive à d'autres pays, par exemple l'Irak aujourd'hui, qui est retourné 50 ans en arrière?
On ne pourra pas oublier notre pays. Grâce à des gens comme moi, qui ont des contacts dans le monde entier, ce ne sera pas possible. Et les gens vont nous aider. Notre pays ne se laissera pas oublier. Il va s'intégrer en Europe, ensemble avec les Albanais du Kosovo, comme une communauté multiethnique. Vous ne vous sentez pas seul, vous ne vous sentez absolument pas isolé. Vous pensez que vous avez encore des amis, des alliés à l'étranger? Nous sommes isolés politiquement et militairement. Mais j'ai la foi comme chrétien. Et je vois aussi que nous ne sommes pas isolés des peuples français, américains, anglais. Tony Blair n'est pas le peuple anglais. Mes amis anglais souffrent de ce qui se passe ici. Ce n'est pas ce que raconte, bien sûr, leur Premier ministre. Nous ne sommes pas isolés. Il y a des dizaines de milliers de gens à l'étranger qui manifestent pour la Serbie et la Yougoslavie. Ça, c'est ce que l'on dit à la télévision. C'est ce que l'on dit dans les journaux télévisés, à savoir que la Serbie n'est pas seule. L'OTAN dénonce la propagande des médias serbes. Une trentaine de studios de télévision, d'émetteurs, de relais ont été d'ailleurs bombardés. Vous avez une télévision, Beka, elle n'a pas été bombardée. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Est-ce que vous comprenez que l'OTAN s'en prenne d'abord aux médias serbes, en priorité? L'OTAN va continuer à s'attaquer aux médias. Beka televizija je verovatno takođe cilj NATO-a. Ma télévision, Beka TV, est une cible. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je pense quand on bombarde des télévisions, quand on tue des journalistes. Mais je prie le bon Dieu pour que cela cesse. Il faut donner une chance à la paix. Est-ce qu'on peut négocier avant que les bombardements aient pris fin? Ce n'est pas possible de négocier quand on est bombardé 24 heures par jour. Ce n'est ni logique, ni possible. Je ne crois pas à la volonté sincère de l'OTAN de négocier. Elle veut en fait continuer à renforcer l'UCK en Albanie pour demain être prêt à occuper le Kosovo. C'est son scénario. Mais nous n'accepterons pas ce film ici. Ce scénario ne tient pas. C'est la fin, c'était Dos du Monde. Dans un instant, le journal.